Bonjour et bienvenue sur les nouveaux chemins de la connaissance qui vous propose cette semaine de réentendre une série d'émissions qu'on avait enregistrées sur Diderot entre le 1er et le 6 février 2010 en compagnie de son biographe Raymond Trousson. Hey, you know what? Les nouveaux chemins de la connaissance du lundi au vendredi de 10h à 11h sont réalisés par François Connac avec Pierrick Charles à la technique et préparés par Geneviève Méric, Mathilde Unger, Vanina Modiconacci et Adèle Van Rett. Adèle, justement, que vous retrouverez dans 50 minutes pour le journal des nouveaux chemins. Suite, ce mercredi, d'une semaine sur Diderot dans les nouveaux chemins de la connaissance, en compagnie de Raymond Trousson, qui signe une excellente biographie de Diderot chez Talandier. Après le rêve de d'Alembert et l'ontologie transformiste de Diderot, c'est de l'encyclopédie que nous parlerons aujourd'hui et au-delà de la politique ou des politiques de Diderot, Diderot dont on ne sait pas assez qu'il n'aimait guère le despotisme éclairé, qu'il vantait le métissage, haïssait la colonisation et vantait le devoir de révolte en des termes que Sartre lui-même ne renierait pas. J'ai travaillé près de 30 ans à cet ouvrage. De toutes les persécutions qu'on peut imaginer, il n'en est aucune que je n'ai essuyée. Je laisse là les libelles diffamatoires de toutes couleurs. J'ai été exposé à la perte de l'honneur, de la fortune et de la liberté. Mes manuscrits circulaient de dépôt en dépôt, recellés tantôt dans un lieu, tantôt dans un autre. On a tenté plus d'une fois de les enlever. J'ai passé plusieurs nuits à ma fenêtre, dans l'attente de l'exécution d'un ordre violent. J'ai été sur le point de m'expatrier, c'était le conseil de mes amis, qui ne voyaient plus de sûreté à Paris pour moi. L'ouvrage a été proscrit et ma personne menacée par différents édits du roi et par plusieurs arrêts du Parlement. Nous avons eu pour ennemis déclarés la cour, les grands, les militaires qui n'ont jamais d'autre avis que ceux de la cour, les prêtres, la police, les magistrats, ceux d'entre les gens de lettres qui ne coopéraient pas à l'entreprise, les gens du monde, ceux d'entre les citoyens qui s'étaient laissés entraîner par la multitude. Cependant, au milieu de ce déchaînement général, tout le monde souscrivait, il voulait avoir l'ouvrage et perdre les auteurs. C'est dire le tumulte qui a été engendré par l'entreprise encyclopédique dont incontestablement Raymond Trousson, Diderot est le porte-parole, le maître d'œuvre. Il sera en effet pendant au moins 25 ans le maître d'œuvre de cette entreprise énorme qui, dans une certaine mesure d'ailleurs, a paralysé sa création personnelle, qui s'en est forcément trouvée appauvrie, mais qui lui apparaissait comme une entreprise d'utilité et de salubrité publique. Au départ, c'est pas grand-chose d'ailleurs. Le projet consiste simplement pour des libraires avides de gagner de l'argent, de donner une traduction de la Cyclopedia de Chambers, qui avait eu beaucoup de succès en Angleterre, et qu'on pensait simplement traduire et mettre à jour, etc. Mais à partir d'octobre 1947, les directeurs de l'entreprise deviennent Diderot et d'Alembert, et bien sûr, le projet change de forme. Diderot entreprend maintenant quelque chose qui, dit-il, doit changer la façon commune de penser. C'est-à-dire secouer les tabous, les préjugés, les privilèges divers, et aussi, bien entendu, mettre en évidence quelque chose qui ne s'était pas encore fait, c'est-à-dire l'importance de ce qu'il appelle les arts mécaniques, les techniques, qu'on opposait traditionnellement aux arts libéraux, lesquels étaient nobles, alors que les autres ne l'étaient pas. Juste un point, quand vous dites changer la façon commune de penser, c'est à la fois dire l'ampleur du projet, qu'il destine finalement au plus de gens possible, et en même temps la volonté qui est la sienne à l'intérieur du projet de rompre avec tous les préjugés. Bien entendu. Quand on parle du plus grand nombre de gens possible, il faut d'ailleurs s'entendre sur les limites de l'entreprise à l'époque. Qui est son coût. Ben oui, il n'y aura guère que 4200 souscripteurs à l'encyclopédie, qui est en effet très cher, bien entendu, et que ne peuvent s'offrir que des gens véritablement à l'aise. Oui, c'est Voltaire qui dit on ne fait pas une révolution avec, je ne sais plus comment il dit, 30 in-folio ou comment On ne fait pas de révolution avec 30 in-folio, et il ajoute à titre de comparaison, si l'évangile avait coûté 1200 sesterces, jamais la religion chrétienne ne se serait établie. Il croit, lui, à des ouvrages brefs et percutants, d'où son propre dictionnaire philosophique portatif, celui qu'on peut mettre dans sa poche,
est consulté tout le temps. Donc il ne croit pas à l'efficacité véritable de cette énorme masse. Ce qui n'empêchera pas d'y contribuer d'ailleurs, rappelons-le quand même. Il y a contribué pour une cinquantaine d'articles. Quelques cailloux dans l'édifice. Quelques cailloux à fourrer dans le mur, etc. Et ce sont en effet des articles qui concernent surtout la littérature et voire même la grammaire. Oh, il aura d'ailleurs beaucoup de reproches à faire à l'encyclopédie. Certains articles sont trop courts, certains sont trop longs, certains auteurs ne sont pas à la hauteur de la tâche et ce sont des médiocres. On n'est pas assez audacieux dans les domaines qui intéressaient spécialement Voltaire, c'est-à-dire la théologie, l'Église, le clergé, etc. Ce qui se comprend d'ailleurs, car en dépit de ces audaces, il ne faut pas oublier que l'encyclopédie est au départ un ouvrage officiel qui paraît avec privilège du pouvoir, et qu'il est soumis à la censure. Il n'était donc pas question d'y mettre tout et n'importe quoi. Et ce qu'on y a mis crée néanmoins de grosses difficultés, puisque le premier volume paraît en 51 et dès 52, à la suite de la dénonciation d'un des collaborateurs, l'abbé de Prade, dans la thèse duquel on avait trouvé des relents sensualistes et matérialistes, l'encyclopédie est suspendue pour 3 mois. C'est sur la pression de certains ministres, de Malesherbes, de Madame de Pompadour aussi d'ailleurs, que ça reprend, mais avec une censure renforcée, très habilement d'ailleurs, parce que les censeurs voyaient défiler les manuscrits et faisaient leur censure sur les manuscrits. Le travail était fini. Oui, mais entre le manuscrit et l'impression, on pouvait changer. Dorénavant, la censure se fera sur les épreuves. On ne peut plus rien changer. Et finalement, en 58, l'encyclopédie est définitivement interdite. Le privilège est supprimé. Ce qui fait que de 58 à 66, avec une équipe, Diderot va travailler clandestinement à faire les 10 volumes qui restent à faire et qui paraîtront d'un seul coup en 66, les derniers volumes de planche en 72. Pourquoi est-ce que l'encyclopédie fait tellement de bruit ? D'abord parce qu'elle a à sa tête un homme comme Diderot, qui a déjà, dans les milieux du pouvoir et les milieux cléricaux, une très mauvaise réputation. Il a fait de la prison à Vincennes, il a écrit les pensées philosophiques, les bijoux indiscrets, la lettre sur les aveugles. Donc il est évidemment visé, en particulier par le clergé et surtout les jésuites. Mais aussi parce que il veut en effet changer cette façon commune de penser. Mais comment ? Et rendre la philosophie populaire. Et ça viendra plus tard. Mais c'est évidemment l'idée qui est déjà présente dans le projet de l'encyclopédie. Le problème était de savoir comment changer cette façon de penser. Puisque l'ouvrage paraît avec privilège et avec censeur, pas question d'entrer de front dans des questions douteuses. C'est ce que Diderot va expliquer dans l'article Encyclopédie. C'est le fameux système des renvois. Il y a à la fin de chaque article des renvois. Voir tel mot, tel mot. Alors, dit-il, il y a 2 sortes de renvois. Les premiers sont à la fois nécessaires et innocents. Simplement, à la fin de tel mot, on renvoie à un autre mot parce que l'ordre alphabétique a fait éclater l'unité de conception qu'on essaye de rétablir en renvoyant des termes proches. Exemple banal, je ne sais pas moi, à la fin de l'article clou, voire marteau. Ça, c'est évidemment normal. Seulement, dit-il, il y a aussi d'autres sortes de renvois qui feront exactement le contraire, c'est-à-dire qu'ils créeront un contraste, ils feront réfléchir, ils contrediront. Par exemple, l'article « âme », dangereux évidemment, fait d'ailleurs par un abbé particulièrement orthodoxe. Sauf que Diderot ajoute à la fin quelques lignes, pose des questions sur le siège de l'âme, avance des idées qui flairent déjà le matérialisme, ou bien encore l'article anthropophage. Bon, article exotique évidemment, les cannibales, oui, sauf que les renvois disent voir, communion, hostie, transsubstantiation, eucharistie. Immédiatement, on voit évidemment dans l'esprit du lecteur comment se lient des notions qui sont évidemment dangereuses. Et puis il y a une autre façon d'être subversif dans l'encyclopédie, c'est de donner le sentiment de faire l'éloge de celui dont on parle, de vanter quelque chose. Je vous renvoie ici, vous le connaissez mieux que moi, à l'article « Célibat » de l'encyclopédie, oui, par dans exemple, lequel oui. Diderot énumère les avantages du mariage des prêtres. Alors, rappelons-le quand même, parce qu'il le mérite. Si 40 000 curés avaient en France 80 000 enfants, ces enfants étant sans contredit mieux élevés, l'État y gagnerait des sujets et d'honnêtes gens, et l'Église des fidèles. Argument numéro 2. Les ecclésiastiques étant par leur état meilleurs maris que les autres hommes, il y aurait 40 000 femmes plus heureuses et plus vertueuses. Numéro 3. Il n'y a guère d'hommes pour qui le célibat ne soit difficile à observer, d'où il peut arriver que l'Église souffre un grand scandale par un prêtre qui manque à la continence, tandis qu'il ne revient aucune utilité aux autres chrétiens de celui qui vit continent.
4. Un prêtre ne mériterait guère moins devant Dieu en supportant les défauts de sa femme et de ses enfants qu'en résistant aux tentations de la chair. 5. Les embarras du mariage sont utiles à celui qui les supporte et les difficultés du célibat ne le sont à personne. 6. Le curé père de famille vertueux serait utile à plus de monde que celui qui pratique le célibat. 7. Quelques ecclésiastiques pour qui l'observation du célibat est très pénible ne croiraient pas avoir satisfait à tout quand ils n'ont rien à se reprocher de ce côté. 8, et ça c'est le mieux, 100 000 prêtres mariés formeraient 100 000 familles, ce qui donnerait plus de 10 000 habitants de plus par an. Quand on n'en compterait que 5 000, ce calcul produirait encore 1 million de Français en 200 ans, d'où il s'ensuit que sans le célibat des prêtres, on aurait aujourd'hui 4 millions de catholiques de plus, à prendre seulement depuis François Ier, ce qui formerait une somme considérable d'argent. Ce qui, comme vous le voyez, est déjà relativement audacieux, mais qui part surtout chez Diderot, d'abord de la condamnation de la continence et du célibat en soi, mais aussi d'une profonde conviction de principe populationniste. Le XVIIIe siècle a été obsédé par la baisse démographique, à tort d'ailleurs, mais dans un pays qui est essentiellement agricole, il est évident qu'une baisse démographique est une chose grave sur le plan économique. Dans d'autres cas, il prend un autre système, par exemple, Aius Locutius, par exemple, évoque une très ancienne religion du temps des Romains, qui aurait multiplié les oracles et les manifestations extraordinaires, aussi longtemps qu'elle n'est pas devenue institution officielle. Le rapport avec le christianisme s'impose tout de suite, bien entendu. Ou alors on peut feindre d'abonder, exagérément, dans le sens damnation, par exemple, les peines éternelles. Il multiplie, en effet, les raisons de croire cette damnation, alors que ça vient d'un Dieu juste, magnanime et bon. On ne s'y trompe évidemment pas. Le lecteur de l'époque lit entre les lignes, ou alors il s'extasie, Arche de Noé. Mais enfin, quelle merveille! Quelques hommes qui construisent cette énorme nef, on y fait entrer un couple de tous les animaux de la création. Et on peut y mettre tout ce qu'il faut pour les nourrir pendant tout le déluge et les 40 jours qui suivent. Mais c'est merveilleux, c'est merveilleux. À force de s'émerveiller, on se dit, oui, mais on se fiche de qui ici? C'est un peu ça. Donc, vous le voyez, c'est une façon de faire réfléchir, de heurter l'esprit du lecteur et de l'amener, ce que fait d'ailleurs Diderot dans toutes ses œuvres, de l'amener à se poser des questions. Pas à lui faire un cours ni une démonstration, mais à l'amener au scepticisme, dont il disait déjà dans les pensées philosophiques qu'il est le premier pas vers la vérité. Raymond Trousson, parleriez-vous à propos de Diderot plus volontiers d'humour ou d'ironie? Oh, les deux sont présents évidemment chez lui, mais ici ce sont des ironies qui touchent au sarcasme. Hein. Donc on est plus quand même dans l'ironie, il y a une idée derrière tout cela, il y a une intention. Bien sûr, il ne s'agit pas d'une simple plaisanterie, même si c'est sous forme plaisante, le sujet en est très sérieux. Est-ce que par-delà l'ambition de rendre la philosophie populaire, par-delà l'ambition de faire aussi le point sur les connaissances de son temps, par-delà l'ambition d'édifier les gens et de supprimer les préjugés ou de s'en prendre aux préjugés par l'humour, par le biais de l'humour, en particulier quand c'est Diderot qui écrit les articles de l'encyclopédie, le point commun, le dénominateur commun, la raison d'être finalement de ce travail ne tient pas dans une seule phrase où Diderot parle avec d'Alembert et il dit « Nous nous sommes convaincus de l'ignorance dans laquelle on est sur la plupart des objets de la vie et de la nécessité de sortir de cette ignorance, c'est-à-dire au fond du sentiment qu'il suffit d'apprendre, non seulement d'apprendre pour savoir, mais également de savoir pour agir conformément à ce qu'on sait. » Il faut éclairer les esprits, il faut leur donner de l'instruction. C'est-à-dire éclairer les comportements. Éclairer les comportements par voie de conséquence, et surtout éclairer les esprits de manière à pouvoir les libérer de la pression des préjugés, des superstitions, de l'action néfaste aux yeux de Diderot, du clergé et de l'Église. En somme, d'amener les gens à penser par eux-mêmes. Cette entreprise encyclopédique n'est pourtant pas du tout une entreprise, disons, unitaire, ni expression d'une pensée unique. Parmi les collaborateurs, il y en a environ 200, il y a tout. Il y a des catholiques, il y a des monarchistes, il y a des républicains, il y a un protestant,
Il y en a même deux d'ailleurs, Rousseau, mais enfin il est vrai qu'il est encore catholique à l'époque où il collabore. Mais il y a le factotum de Diderot, c'est le chevalier de Jaucourt, qui écrira à lui seul 17 000 articles sur les 60 000 du total. 17 000 17 000. C'est un homme qui y a passé des années en travaillant 12 à 14 heures par jour, en payant 2 ses deniers, il a même vendu une maison pour ça, 4 ou 5 secrétaires qui écrivent sous ses ordres, qui cherchent, qui compilent, qui font des articles. Et il aura droit d'ailleurs en 66, lorsque paraissent les derniers volumes, à un remerciement particulier qu'il avait amplement mérité. Diderot, pour sa part, a fait quelques 5000 articles. Alors revenons-en à la matière même de l'encyclopédie, quelques mots encore. La matière de l'encyclopédie est réduite à 3 secteurs, les sciences, les arts libéraux, les arts mécaniques. Diderot dit ceci, c'est aux arts libéraux à tirer les arts mécaniques de l'avilissement où le préjugé les a tenus si longtemps. Autre préjugé d'ailleurs, préjugé qui a la dent dure puisqu'il demeure encore aujourd'hui. Ce n'est pas, dit Diderot, déroger à la dignité de l'esprit humain que de pratiquer ou même d'étudier les arts mécaniques. La polyvalence de Diderot va jusque-là naturellement. C'est en effet une promotion du technique, qui va de pair chez lui d'ailleurs avec une conception très concrète de la science et son sens de l'expérimentation. Donc on peut en effet trouver dans l'encyclopédie la manière dont on fabrique les bas, dont on construit un meuble, comment on fait une meule de moulin, des choses aussi concrètes que celles-là qui étaient jusque-là évidemment méprisées des intellectuels et dont Diderot fait ressortir l'importance capitale dans une civilisation. Il n'invente pas d'ailleurs, ce sont des idées qui sortaient d'ailleurs de Francis Bacon dans le Novum Organum ou la Nova Atlantis, et dont il adopte d'ailleurs les principes en classant les secteurs de la connaissance selon la mémoire, l'imagination et la raison, en montrant comment ces 3 sphères interfèrent pour créer les différentes disciplines. C'est donc un ouvrage qui est en effet, à l'époque, très neuf, et qui va bien entendu dans son intention et son résultat au-delà de la compilation des connaissances. Car des dictionnaires techniques sur ceci ou sur cela, bien sûr, il y en avait beaucoup. Et là, disons que l'encyclopédie a le mérite de mettre les choses à jour. Diderot va d'ailleurs dans les ateliers, accompagné d'un dessinateur qui lève des croquis, d'où les magnifiques planches de l'encyclopédie. Il y en aura 11 volumes, 2800 et des planches, qui sont de véritables merveilles, et où apparaît tout un univers technique qui était jusque-là complètement ignoré. Mais est-ce que de ce point de vue, Diderot ne fait pas également tout simplement œuvre politique ? Est-ce que son ambition, par-delà, il est tellement subversif de vouloir compiler la somme des connaissances dont on dispose aujourd'hui, et donc par là même de lutter contre les préjugés, qu'au fond le travail encyclopédique, et c'est peut-être d'ailleurs ce qu'on retient, puisqu'on ne lit plus l'encyclopédie telle que Diderot l'a conçue, mais on en retient l'ambition, et si on en retient l'ambition, est-ce que ça n'est pas tout simplement par, on l'a vu tout à l'heure, cette ambition de rendre la philosophie populaire, ou bien de l'étendre finalement autant que faire se peut dans les limites des prix et du caractère abordable ou non abordable de l'ouvrage. Est-ce que ça n'est pas d'abord un geste politique ? Si, puisque de toute manière, à une époque où l'État et l'Église ont partie liés, le fait de détruire les préjugés d'origine religieuse ou superstitieuse est un projet en soi évidemment politique, puisqu'il y a collusion entre le trône et l'autel. Il y a donc là, en effet, une démarche qui peut passer pour politique, puisque l'Église ayant le soutien de l'État, s'en prendre à l'Église, c'est s'en prendre à l'État, au moins de façon indirecte. On fait de Diderot, on fait rarement d'ailleurs de Diderot un véritable philosophe politique. Pourtant, il y a une œuvre politique de Diderot, moins connu que ses autres textes, moins connu que Jacques le Fataliste, que le Neveu de Rameau naturellement, moins connu que les Pensées philosophiques, même moins connu que son théâtre, et j'allais dire, indûment d'ailleurs, et même en un sens moins connu que ses salons. Il y a pourtant chez Diderot un véritable travail objectivement de philosophe politique. Oui, ça tient d'une part au fait que ce sont des parties de son œuvre, et en particulier ce qu'on appelle habituellement les œuvres russes, c'est-à-dire celles qui ont été inspirées par son voyage chez Catherine II, ce sont des œuvres qui ont été découvertes au fond très tardivement dans le XIXe siècle. Donc on a moins parlé de ce Diderot politique. Maintenant, il faut se rendre compte aussi que, pour des raisons évidentes, sur le plan strictement politique, l'encyclopédie ne casse pas les vitres, ce qui était normal d'ailleurs. Elle se fait sous les yeux du pouvoir. Donc, dès 1751, il y a un article de Diderot qui s'appelle « Autorité politique » et, mon Dieu, qui va quand même déjà assez loin puisqu'il explique que le pouvoir appartient à la nation, mais qu'il faut une certaine prudence et il finira d'ailleurs son article qui établit cette primauté de la nation dans le législatif
avec une réserve importante, qui n'empêchera pas d'ailleurs d'avoir des ennuis, en disant, oui, mais bon, entendons-nous, même si le souverain est injuste et mauvais, tant que la dynastie régnante est en place, il est exclu d'aller jusqu'à la révolte, et le peuple doit se borner à supplier Dieu d'intervenir et de corriger le mauvais souverain. Donc il ne va pas du tout jusqu'à la Révolution, bien entendu. Ça viendra plus tard dans l'histoire des deux Indes de Rénal, par exemple. On va entendre Raymond Trousson, tiens, justement, le début de cet article, l'article « Autorité politique », qui se trouve donc dans l'encyclopédie. Écoutez. Aucun homme n'a reçu de la nature le droit de commander aux autres. La liberté est un présent du ciel, et chaque individu de la même espèce a le droit d'en jouir aussitôt qu'il jouit de la raison. Si la nature a établi quelque autorité, c'est la puissance paternelle. Mais la puissance paternelle a ses bornes, et dans l'état de nature, elle finirait aussitôt que les enfants seraient en état de se conduire. Toute autre autorité vient d'une autre origine que de la nature. Qu'on examine bien, et on la fera toujours remonter à l'une de ces deux sources, ou la force et la violence de celui qui s'en est emparé, ou le consentement de ceux qui s'y sont soumis par un contrat fait ou supposé entre eux et celui à qui ils ont déféré l'autorité. La puissance qui s'acquiert par la violence n'est qu'une usurpation et ne dure qu'autant que la force de celui qui commande l'emporte sur celle de ceux qui obéissent. En sorte que si ces derniers deviennent à leur tour les plus forts et qu'ils secouent le joug, ils le font avec autant de droit et de justice que l'autre qui le leur avait imposé. La même loi qui a fait l'autorité la défait alors. C'est la loi du plus fort. Voilà un texte, Raymond Trousson, auquel on n'enlève pas une virgule, pour le coup. C'est un texte profondément subversif. C'est un texte subversif, assurément, si on pense au pouvoir absolu, mais qui, somme toute, ne dépasse pas trop les limites de la réflexion des juristes du droit naturel, comme Grotius, Pufendorf, depuis les monarchomaques du XVIe siècle, qui estimaient en effet qu'il y avait un contrat entre le peuple détenteur à l'origine du pouvoir, qu'il transmet à un chef. Mais je vous ai évoqué à l'instant la fin de l'article que vous n'avez pas lu, où justement Diderot dit « oui, mais tout ça c'est très bien, mais enfin... » Par prudence oblige, bien entendu, le peuple ne peut pas aller jusqu'à la révolte. Mais vous remarquerez aussi que nous sommes dans un texte de 1751 et qu'il est étonnant, enfin, pas tellement étonnant à la réflexion faite, d'entendre dans ce texte des phrases qui pourraient tout aussi bien être écrites par Rousseau. C'est l'époque où ces deux hommes vivent dans une profonde communauté intellectuelle. Et c'est pour ça que dans les premières œuvres de Rousseau et de Diderot, on trouve souvent jusqu'à des phrases qui sont pratiquement les mêmes. Et du reste, il y a dans l'encyclopédie un article politique de Rousseau, plus dur d'ailleurs que celui de Diderot, qui est Économie politique, et où là aussi, il parle de la souveraineté du peuple, de la volonté générale, etc. Il y a vraiment une communauté, et c'est sans doute l'endroit où Diderot se trouve, en raison de leur fréquentation, le plus près de Diderot. Avec cette différence que... De Rousseau. De Rousseau, pardon. Avec cette différence que Rousseau deviendra par la suite le théoricien politique par excellence, ce que Diderot, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ne sera jamais. Il s'intéresse à la politique, il s'en occupe, il en voit les défauts, les réformes nécessaires. Enfin, c'est pas Rousseau, c'est un autre homme, c'est un autre système de pensée. Mais en même temps, Rousseau, quand il forge sa théorie politique, met en garde ceux qui pourraient l'appliquer à la lettre, en particulier dans le contrat social. Il se méfie de la tentation qu'on peut avoir de prendre son texte au pied de la lettre, dans la mesure où un gouvernement véritablement démocratique ne convient qu'à des dieux. Un gouvernement si parfait n'est pas fait pour des hommes. Les hommes ne sont pas à la hauteur, finalement, de ceux qui leur veulent tant de bien. Il y a donc chez Rousseau à la fois la description d'un gouvernement qui obéit aux règles de la démocratie directe et qui en même temps devance l'impossibilité, en vertu justement d'une anthropologie pessimiste, l'impossibilité d'un tel gouvernement, alors qu'il y a chez Diderot peut-être davantage d'optimisme politique sur fond de plus de pessimisme anthropologique. Je me demande si je n'inverserais pas votre proposition. Ah ouais. Parce qu'il y a chez Rousseau un profond pessimisme historique, condamnation de la civilisation telle qu'elle a tourné, mais au contraire un grand optimisme anthropologique, puisque l'homme est naturellement bon. Et j'ai, dit-il, le bonheur de le croire.
Oui, Diderot est peut-être mais plus Rousseau nuancé n'a sur cette jamais question. espéré que l'homme en revienne à l'état d'innocence et de bonté qui était le sien. Bien sûr. Il ne voit que la pitié comme une vague rémanence ou un écho lointain de l'amour de soi qui était à l'œuvre à l'état de nature, dont il dit par ailleurs qu'il n'a jamais existé. Oui, parce que là, c'est une hypothèse théorique pour expliquer la naissance, le surgissement de la société telle qu'elle est, qui provient, au fond, d'un mauvais virage, d'une socialisation erronée. Le contrat social étant, au contraire, le modèle de ce que serait une socialisation politique correcte. Quant à ces réserves sur la démocratie, sur lesquelles on a souvent ergoté, c'est en effet parce que dans le vocabulaire de Rousseau, démocratie veut dire que le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif sont réunis dans les mains du peuple, ce qui n'est possible à ses yeux que dans une toute petite cité comme les cités antiques, à l'extrême limite dans une petite cité comme Genève, où il ne faut pas oublier que sur les quelques 18 000 habitants, il n'y en a que 11 ou 1200 qui votent. C'est-à-dire des gens qui peuvent se rassembler sur une grande place et décider ensemble. Dès qu'on dépasse ce chiffre, il est très conscient que ce n'est pas possible, et du reste, il adaptera ses principes lorsqu'il fera des projets de constitution pour la Corse ou la Pologne. Pour la Corse ou la Pologne, absolument. En ce qui concerne Diderot, je dois à la préparation de cette émission, Raymond Trousson, cette émission avec vous, cette semaine d'émission avec vous autour de Diderot. D'ailleurs, on arrive exactement au milieu de cette semaine. Nous sommes à l'extrême centre d'une semaine sur Diderot en votre compagnie. Je dois à la préparation de ces émissions d'avoir découvert un texte de Diderot sur l'impératrice de Russie, Catherine II, dont la légende veut que Diderot ait été très proche, en un sens, et pourtant le texte dit ceci: l'impératrice de Russie est certainement despote. Son intention est-elle de garder le despotisme et de le transmettre à ses successeurs ou de l'abdiquer? Si elle garde pour elle et pour ses successeurs le despotisme, qu'elle le fasse son code comme il lui plaira. Elle n'a qu'à faire l'aveu de sa nation. Si elle abdique, que son abdication soit formelle. Si en lisant ce que je viens d'écrire, en écoutant sa conscience, son cœur tressaillit de joie, elle ne veut plus d'esclave. Si elle frémit, si son sang se retire, si elle pâlit, elle s'est crue meilleure qu'elle n'était. C'est le début des observations sur le nakaz. Incroyable. Au fond, Diderot a toujours été hostile au mythe, qui est pourtant très XVIIIe siècle, le mythe du despote éclairé, c'est-à-dire d'un souverain qui, élevé par les philosophes et non plus par les prêtres, bien entendu, aurait en même temps les moyens d'appliquer les principes des philosophes et, par conséquent, d'être un despote, parce qu'il a le pouvoir, mais juste et bienfaisant. Diderot s'en méfie très fort. Il irait même jusqu'à dire: supposez qu'il y ait un bon despote. Ça peut arriver. Eh bien, il aurait un effet désastreux. Imaginez que viennent à la suite 2 ou 3 bons despotes. Mais le peuple va se trouver totalement déresponsabilisé, toujours pris en main. Donc même la succession de bons despotes est mauvaise. Il n'est donc pas prisonnier de ce mythe, et surtout pas de celui qu'essayait de faire rayonner Frédéric II, et auquel Voltaire avait cru au moins pendant un certain temps. D'où certaines sorties extrêmement violentes contre Frédéric II dans les pages sur un tyran en 1770, puis dans les principes de politique des souverains, où il montre qu'en fait le despote éclairé, il est despote à 99% et éclairé à 1%. Et que la seule valeur qui compte pour lui, c'est le pouvoir, c'est la conquête, c'est l'exercice de la force. Alors, pourquoi Catherine II ? Il ne faut pas oublier que Catherine II, lorsqu'elle monte... D'abord, lui a sauvé la vie financièrement. Elle lui a sauvé la vie financièrement. Mais il ne faut pas oublier que Catherine, au moment où elle monte sur le trône, a de menus péchés à se faire pardonner. Elle a détrôné son mari, Pierre III, l'a fait étrangler dans son cachot par le frère de son favori, Orloff. Babiole. Babiole, comme dira d'ailleurs Voltaire. C'est pour ça que je le dis, voilà. C'est une histoire de famille dont il ne faut pas s'occuper. Bon, elle doit donc acquérir une certaine surface devant l'opinion européenne. C'est ce qui explique qu'en 1767, elle organise les États généraux de son royaume, qui vont se réunir d'ailleurs près de 200 fois pendant un peu plus d'1 an, sans déboucher sur rien d'ailleurs, et pour lesquels elle rédige le nakaz, c'est-à-dire en russe une instruction préparatoire, document de travail, si vous voulez. Alors, c'est merveilleux, car ce document de travail semble aller dans la ligne d'une grande libéralisation du régime et d'une abdication du despotisme. Et aux chances, le livre de Catherine II est condamné, interdit en France. Coup de publicité magnifique. La reine libérale elle-même condamnée. Or, en 65, elle a acheté la bibliothèque de Diderot, et ça l'a en effet considérablement aidé financièrement, comme vous dites. Quand Diderot a-t-il rédigé ses observations sur le nakaz dont on a entendu un extrait? Juste au retour de son voyage en Russie. Alors, pendant des années de 65 à 73, Diderot est bien conscient que, vu les bienfaits de l'impératrice, il serait bon qu'il se rende à Saint-Pétersbourg pour aller la remercier.
on le presse de tous parts, notamment son ami Falconet qui y est installé. Mais Diderot ne voyage pas. Il ne voyage pas, il a absolument horreur de ça. Et il faut se dire aussi qu'aller se promener jusqu'à Saint-Pétersbourg vers 1770, ça n'est pas une partie de plaisir. Enfin, finalement, Angélique, sa fille, étant mariée, il se décide et en octobre 73, il se rend à Pétersbourg où il restera jusqu'en février 74. Il est là remarquablement accueilli, du moins par l'impératrice, car les milieux courtisans lui sont très hostiles, en grande partie à cause de son athéisme proclamé. D'ailleurs, il est mal reçu aussi à l'Académie. Catherine l'a fait membre de son Académie en forçant la main aux académiciens qui n'avaient pas du tout envie de le recevoir. Enfin bon, il est à ce moment-là dans les petits papiers de l'impératrice, qui en effet, pendant tout ce séjour, lui accorde des entretiens quotidiens de 2 ou 3 heures, ce qui n'est pas rien. D'où les légendes qui prolifèrent, la familiarité de Diderot. Catherine qui aurait écrit à une de ses amies, vous savez, votre Diderot, j'ai été forcé de mettre une table entre lui et moi, parce qu'après les conversations, j'avais les cuisses bleues et meurtries, parce qu'il me tapait dessus dans l'enthousiasme. Bon, c'est sans doute un peu légendaire, mais enfin, il est certain qu'elle le met à l'aise. Catherine est une femme, d'ailleurs, tout à fait remarquable, et elle écoute le philosophe. Alors, que veut Diderot? Lui, son idée, c'est évidemment... Ces conversations, naturellement, ont lieu en français. C'est conçu, bien entendu, en français. Diderot s'extasie, d'ailleurs, sur le fait que tout le monde parle français en Russie. Oui, enfin, dans la cour de Catherine, évidemment, pas le moujik. Il a des conversations avec elle absolument sur tous les sujets. Politique, économique, scientifique, pédagogique, etc. Il deviendra même conseiller honoraire de la maison du Smolny Monastir, qui était un peu le Saint-Cyr russe, où on élevait les jeunes filles pauvres de la noblesse et que Catherine patronnait. Et Catherine répond. Et chaque fois qu'elle ne connaît pas la réponse, elle l'envoie vers quelqu'un de plus compétent. Il s'informe donc en profondeur sur l'état de la Russie et de ce que c'est que la réalité russe. Et il ne tarde pas à s'apercevoir qu'il y a peut-être une certaine discordance tout de même entre les projets affichés par Catherine II et une réalité qui, elle, est encore celle d'une nette féodalité, qui accepte toujours le servage que défendent évidemment bec et ongle les grands propriétaires et les aristocrates. Parce qu'il faut rappeler qu'en 73, Diderot a écrit contre le servage. Bien sûr, voilà. Il est naturellement hostile au servage. Et en faveur de l'éducation, d'une éducation nationale. Bien sûr. Donc tout ça va contre ces principes qui sont les principes des Lumières. Il fait des propositions en ce sens, explique à l'impératrice que c'est très bien d'importer, comme elle le fait, des intellectuels, des artistes, etc., de créer une académie, mais qu'il faudrait, c'est le titre de son texte, commencer par le commencement. C'est-à-dire commencer par diffuser de manière plus large, selon un spectre plus large, l'instruction, de créer une classe moyenne productive, intelligente, cultivée, qui peut travailler par elle-même, de diminuer, bien entendu, l'influence du clergé, de donner à l'héritier du trône un précepteur qui soit un philosophe, bien entendu, et pas un prêtre, bref, de transformer considérablement l'Empire dans la vue, en effet, de ce qu'aurait pu faire un despote véritablement éclairé. La question est évidemment de savoir comment Catherine reçoit tous ces conseils, et ce que l'un et l'autre ont pu tirer de ces conversations. Diderot, c'est évident, a été fasciné par le personnage de Catherine, femme tout à fait exceptionnelle, d'une haute intelligence, qui sait le mettre à l'aise, qui a une connaissance approfondie de tous les problèmes, mais dont il se rend compte qu'elle reste tout de même une impératrice. Précisément derrière ce débat, sans vous interrompre, Raymond Trousson, il y a quand même la question de savoir ce que les philosophes font avec les despotes, et dans quelle mesure ils situent leurs espoirs dans la personne providentielle d'un despote qui serait lui-même susceptible de porter la liberté, ou d'imposer la liberté, malgré la servitude volontaire. En somme, le despote comme une réplique à la servitude volontaire. À peu près ça, oui, un despote qui, comme il dit à Catherine d'ailleurs, lierait le bras à son successeur. Et il ne pourrait le faire que par l'établissement d'une constitution, bien sûr, et d'une commission permanente chargée de vérifier l'application correcte de cette constitution. On connaît à cet égard la réaction de Catherine dans des lettres postérieures, où il dit « Oui, M. Diderot est venu ici, il m'a expliqué des tas de choses sur le gouvernement, sur l'économie, la politique, etc. » Puis il a été assez surpris de constater que dès le lendemain, je ne mettais pas ces idées en application. Je lui dis, Monsieur Diderot, n'oubliez pas que vous travaillez sur le papier qui se laisse faire. Moi, pauvre impératrice, je travaille sur la peau humaine qui est infiniment plus chatouilleuse et que je ne peux pas tout bouleverser d'un coup. À partir de ce moment, écrit Catherine, il s'est vexé et nous n'avons plus parlé que littérature.
Ça, c'est la vision impératrice. Alors, quelle est la vision Diderot? Lorsque Diderot rentre de son voyage, il réfléchit bien entendu à tous les entretiens qu'il a eus, et il écrit ses observations sur l'anacase dont vous avez lu un extrait de départ, et qui met en quelque sorte Catherine dans la nécessité de conformer son portrait à l'image qu'elle a voulu donner d'elle-même. Si elle le fait, bravo, et nous sommes sur la voie de la liberté. Si elle ne le fait pas, c'est qu'alors elle n'y a jamais songé en réalité. Et ces observations sur l'anacase sont évidemment une condamnation du despotisme, fût-il éclairé. Et ce qui le prouve bien d'ailleurs, c'est que Catherine n'a connu ces observations qu'en 85, lorsqu'au lendemain de la mort de Diderot, ses livres et ses manuscrits ont été expédiés à Saint-Pétersbourg. Et dans une lettre, elle dit « Bon, j'ai lu ces observations, c'est, dit-elle, un vrai babil. Ce sont des rêveries de philosophes. Tout ça ne tient pas debout. Mon instruction était excellente, il n'y a rien compris, et c'est imaginer qu'on pouvait appliquer ces rêveries. » C'est à ce propos-là, d'ailleurs, que Grimm, qui lui est un courtisan, écrit à Catherine « Mais oui, mais vous savez, bon, cet imbécile de Diderot disait n'importe quoi quand il sortait de sa spécialité, de ses compétences. » Vous nous en parliez avant-hier, effectivement, voilà. Raymond Trousson. Oui. Donc, Diderot n'a jamais été vraiment prisonnier de ce mythe du despote éclairé, parce qu'il en a vu les risques. Et que, surtout, il n'a jamais vu aucun despote entrer véritablement dans cette voie. Alors, Catherine II a découvert les observations sur le Nakaz en 85, et nous, si j'ose dire, les avons découvertes en 1920. Ce texte a été longtemps méconnu, d'ailleurs comme bien des textes de Diderot qui sont apparus, certains au terme de péripéties assez rocambolesques, comme notamment le Neveu de Rameau d'ailleurs, oui, dont on n'a longtemps eu que la version française de la traduction allemande que Goethe en avait proposée. Oui. Donc le Nakaz découvert en 1920, c'est donc un texte à cet égard d'ailleurs durablement méconnu, et encore aujourd'hui c'est un texte qu'on connaît assez peu. C'est la raison pour laquelle on va donner à entendre, avant de continuer cette conversation, un extrait justement de ses observations sur le Nakaz, dans lequel Diderot expose ce que doit être à ses yeux l'objet, la fin de tout gouvernement. Écoutez. L'objet, la fin de tout gouvernement doit être le bonheur des citoyens, la force et la splendeur de l'État et la gloire du souverain. Il ne faut pas demander quel est l'objet d'un gouvernement absolu. Peu importe quel soit son objet, mais quel est son effet. Son effet est de mettre toute liberté et toute propriété dans l'absolue dépendance d'un seul. Si ce maître est un homme juste, éclairé et ferme, tout sera dirigé, du moins pendant la durée de son règne, vers le plus grand bien de tous. Mais ce plus grand bien suppose ces trois qualités réunies. S'il est juste sans être instruit ou ferme, ou il ne fera rien, ou il ne fera que des sottises, et ainsi du manque de justice ou de fermeté ou de lumière. Mais s'il est rare de trouver l'une de ces qualités séparées, poussées à un certain degré dans un homme, combien est-il plus rare de les lui trouver poussées à ce degré et réunies. Si donc l'étendue de la Russie exige un despote, la Russie est condamnée à être 20 fois mal pour une fois bien gouvernée. Si par un de ces prodiges qui n'est pas dans l'ordre commun de la nature, elle avait 3 bons despotes de suite, ce serait encore un grand malheur pour elle et pour toute autre nation où la soumission à la tyrannie ne serait pas l'état habituel. Car ces 3 despotes excellents accoutumeraient la nation à l'obéissance aveugle. Sous leur règne, les peuples oublieraient leurs droits inaliénables, ils tomberaient dans une sécurité et une apathie funestes. Il n'éprouverait plus cette alarme continuelle, la conservatrice nécessaire de la liberté. Ce pouvoir absolu qui, placé dans la main d'un bon maître, faisait tant de bien, le dernier de ces bons maîtres le transmettrait à un méchant et le lui transmettrait scellé par le temps et par l'usage, et tout serait perdu.
On peut dire, Raymond Trousson, de Diderot, qu'il est un authentique démocrate. Après tout, quand il dit, vous en parliez tout à l'heure, hein, si la Russie avait 3 bons despotes de suite, ce serait encore un grand malheur pour elle. Alors on peut se dire, mais non, pourquoi? Puisque 3 bons despotes, après tout, c'est toujours ça de prix. Or, dit-il, il est préférable de prendre le risque de la liberté plutôt que de s'accoutumer à un régime despotique, quand bien même le despote en question serait vertueux. Mieux vaut la difficulté de la liberté et l'alarme continuelle qu'elle suppose, cette vigilance permanente, dont l'oubli, dont l'endormissement, l'avachissement est elle-même un produit de la servitude volontaire et produit en retour un nouveau despotisme. Ça, c'est Tocqueville qui le dira après Diderot. Cet éloge qu'il fait de l'alarme continuelle aux dépens de la qualité du despote renvoie à un gouvernement, finalement, dont le contenu ou l'intention compte moins, en somme, que la forme, la structure, qui doit être, au fond, démocratique. Qui doit être démocratique, avec néanmoins la conscience qui est assez banale à son époque d'ailleurs, que plus un État est étendu, moins le système démocratique peut fonctionner. Montesquieu l'avait déjà dit, Rousseau le dira aussi, bien entendu. Il faut une certaine centralisation du pouvoir. Donc, un équilibre difficile à respecter entre la liberté des peuples et le pouvoir de décision, de législation de ce peuple, et la nécessité d'une organisation efficace, centralisée. C'est pourquoi il ne croit pas aux bons despotes, parce que, comme il l'explique très bien, effectivement, au bout de 3 bons despotes, le peuple a cessé de penser par lui-même, il s'abandonne mollement aux directives du gouvernement, puisqu'elles sont bonnes. Mais que fera-t-il lorsqu'elles deviendront mauvaises? Il y a donc là un appel à la liberté, mais qui est un appel à la liberté qui reste encore relativement, disons, tempéré, et qui ne se durcira que à partir du moment où Diderot collabore à la grande histoire philosophique des 2 Indes de l'abbé Raynal, qui a 3 éditions, en 70, en 74 et en 80. C'est à celle de 80 que Diderot a le plus contribué. Histoire philosophique et politique des établissements et du commerce des Européens dans les 2 Indes. C'est ça. Voilà. C'était en fait, au départ, une sorte d'encyclopédie du colonialisme, où Raynal passait en revue les différents types de colonisation, française, anglaise, portugaise, espagnole, etc., en dénonçait les excès, les atrocités, et tout, comme l'avait déjà fait Voltaire, éventuellement dans Candide, et où Diderot collabore, parce qu'il voit évidemment l'intérêt de la chose, et où, surtout, il introduit, mais sous le nom de Raynal, qui en prend l'entière responsabilité, ce qui était assez extraordinaire, des sorties d'une extraordinaire violence. Mais c'est ça qui est stupéfiant, parce que c'est une encyclopédie du colonialisme, et en même temps Diderot s'en sert pour en faire un réquisitoire contre l'absolutisme, l'esclavage, l'affirmation des droits de l'homme. Il emploie l'expression, ce qui est une expression très rare à l'époque, une condamnation sans appel des esclavagistes coloniaux, des exploitants violents, etc., etc. Il fait même un éloge du métissage. Il fait même un éloge du métissage, et surtout, il y instille le droit à la révolte. C'est-à-dire que si ces colonisés se sentent exploités, ils ont le droit, le devoir de se révolter. C'est là qu'il dit « Brave Hottentots, etc. Révoltez-vous, prenez vos haches, vos arcs et vos flèches, chassez les envahisseurs, etc. » C'est un texte dont Sartre s'inspirera dans sa préface aux damnés de la terre de Frantz Fanon, voilà, en pleine décolonisation, justement. Ben oui, ça tombait évidemment très bien. Et il y a là quelque chose qu'il ne faut d'ailleurs pas tout à fait déplacer, parce que ce conseil de révolte violente, il y a à un certain moment d'ailleurs arracher les pavés qui pavent vos rues, etc., renverser tout. Il est évident que, détaché de leur contexte, on a vraiment l'impression d'entendre là le tonnerre de la Révolution. Il ne faut pas oublier que ça s'adresse au peuple colonisé. C'est pas aux Parisiens qu'il conseille de faire ça. Mais il est évident qu'il gronde là un accent proprement plébéien, cette fois-ci, et véritablement révolutionnaire. Mais là, Diderot se laisse aller, au fond, parce que c'est pas lui qui est censé écrire. Les conséquences ne sont d'ailleurs pas à attendre. En 81, l'abbé Raynal est évidemment condamné et exilé. Mais chose plus plaisante, c'est que 10 ans plus tard, en 91, le vieux Raynal, il est alors largement octogénaire, fait une adresse à l'Assemblée nationale, où il déclare se désolidariser totalement de la Révolution, de ses violences, de ses excès, où il demande le retour à l'ordre et à l'ancien régime. Robespierre, il dénoncera la trace d'un complot aristocratique et surtout dénoncera les propos de Raynal comme le signe de sa sénilité. Et le pauvre Raynal devra se cacher des menaces de la foule
jusqu'à sa mort 5 ans plus tard. Voilà donc un homme qui a été condamné 2 fois pour le même ouvrage, alors que le second régime semblait réaliser les prévisions du premier. Or, Raynal dit non, ni moi, ni les autres philosophes, mes amis, n'avons jamais songé à une révolution sanglante, à tout ce qui se passe aujourd'hui, à cette destruction, à ce chaos. Nous refusons de nous reconnaître là-dedans. Ce qui aurait sans doute d'ailleurs été le cas de l'immense majorité des philosophes. Or, sous la Révolution, il n'en reste pas beaucoup. Pour aller dans votre sens, Raymond Trousson, il suffit de voir par exemple un discours comme celui de Hegel à propos de la Révolution française. Hegel s'est d'abord réjoui de la Révolution française avant d'écrire dans la phénoménologie de l'esprit un chapitre intitulé La liberté absolue et la terreur, dans lequel il explique que la Révolution, en voulant faire table rase du passé, débouche sur une liberté qui oscille d'elle à elle-même et qui, en l'absence justement de tout repoussoir, de toute objection, et en voulant faire en somme du passé table rase, en optant pour l'unanimisme suicidaire de Rousseau plutôt que la séparation des pouvoirs de Montesquieu, débouche fatalement sur un processus terroriste. Fatalement, et je pense qu'il avait raison. Maintenant, la position de Hegel est celle, en disons 89-90, c'est celle de la grande majorité de la population française qui pense, qui est instruite, qui réfléchit, et même d'un bon nombre d'aristocrates. D'ailleurs, pensez à la nuit du 4 août et à la liquidation des privilèges. Ce qui ne va pas, c'est évidemment la dérive progressive de la révolution, qui va de plus en plus à gauche, et qui, après une révolution, disons, bourgeoise, va vers une révolution beaucoup plus populaire, et vers une violence qui paraît inacceptable. Or, à l'époque, il n'y a plus de philosophes de la grande époque. Ils sont tous morts. Rousseau, Diderot, Voltaire, Raynal, qui est plus qu'octogénaire, D'Holbach est mort en 89. Or, on peut évidemment spéculer, rien ne nous le prouve, mais on peut réellement penser qu'aucun de ces philosophes n'aurait approuvé la Révolution et qu'ils en auraient probablement été victimes. Pensez au sort d'un Malesherbes, qui, pendant toute sa vie, directeur de la librairie, donc de la censure, a aidé et protégé les philosophes. Il a caché chez lui les manuscrits de l'encyclopédie. Il a protégé Rousseau. Or, Malesherbes, qui intervient dans le procès de Louis XVI par fidélité à son vieux roi, c'est un grand commis de l'État, Malesherbes sera exécuté. Donc, il est très vraisemblable que si même Rousseau, disons le plus à gauche des philosophes de l'époque, même si Rousseau avait vécu, il aurait condamné la Révolution telle qu'elle se faisait. Rousseau avait d'ailleurs dit qu'il vaut mieux supporter toutes les tyrannies que de faire payer la liberté d'une goutte de sang humain. Rousseau a dit ça. Rousseau a dit ça. Vous imaginez sa tête devant Robespierre. Effectivement, qui pourtant se réclamait de Rousseau. Qui pourtant se réclamait de Rousseau. Mais l'héritier parlait du contrat social oui, comme du mais n'oubliez pas que sous la Révolution, il n'y a pas un Rousseau. Il y a un Rousseau girondin à la manière de Madame Roland, il y a un Rousseau communiste à la manière de Babeuf, il y a un Rousseau montagnard à la manière de Robespierre. Chacun tire Rousseau à U et à Dia et le déforme profondément. On prend des extraits qu'on décolle de leur contexte, on ne tient pas compte de l'ensemble du système, chacun se sert dans le plat, mais sans véritablement respecter la recette. Revenons-en à Diderot un instant, Raymond Trousson, puisqu'on arrive au terme de cette émission sur Diderot politique, Diderot encyclopédiste et Diderot politique. Est-ce qu'il n'y a pas une évolution de Diderot finalement ? Est-ce qu'après tout, dans l'article citoyen de l'encyclopédie, Diderot semblait défendre le principe d'un pouvoir fort. Or, on voit bien qu'ensuite, il sera beaucoup plus sceptique là-dessus, notamment quand il défendra la thèse d'une souveraineté nationale, quand il dira il n'y a de vrais souverains que la nation. De la même façon, est-ce qu'il n'y a pas une évolution chez Diderot qui commence par défendre le principe de l'enrichissement général, sacraliser la propriété privée, pour ensuite expliquer que le souverain doit intervenir pour limiter l'économie, supprimer les privilèges pour assurer finalement ce qu'on peut appeler déjà une certaine méritocratie et vanter l'éducation. Si, bien sûr, il y a une évolution chez lui qui vient d'une prise de conscience et d'un mûrissement, et aussi de l'analyse des faits qu'il vit au cours de son existence. Par exemple, en 1771, le chancelier Maupoux fait un véritable coup d'État en supprimant les parlements. Pourquoi ? Les parlements étaient des charges vénales qui étaient achetées, donc les parlementaires étaient des gens inamovibles, et surtout ils représentaient souvent, et de plus en plus souvent d'ailleurs, une opposition aux volontés du souverain. Ils ne se contentaient pas du simple enregistrement des décisions royales, ils usaient et, selon l'esprit de l'époque, abusaient même de l'esprit de remontrance, puisqu'ils avaient des droits dans ce sens. Maupoux arrive, supprime les parlements et les remplace par des cours de justice avec des juges nommés par le pouvoir, c'est-à-dire des commis à sa botte. Alors comment peut-on recevoir cette mesure ? Et vous avez là deux exemples tout à fait caractéristiques, Voltaire et Diderot. Voltaire applaudit
à la suppression des parlements, qui sont des tyrans, sont des cours de justice. C'est eux qui ont condamné Calas. Donc c'est une bonne chose. Diderot, lui, s'inquiète. Il dit non, c'est pas qu'il aime les parlements, mais il dit c'était le dernier rempart contre une tyrannie qui sera celle du Maroc ou de l'Algérie, des sultans. Ça a ôté au peuple jusqu'à l'illusion de sa liberté. On retrouve ici un homme qui préfère la liberté à un despotisme éclairé. Oui, bien sûr. Et qui ne se fie surtout pas au souverain en place. Il a son opinion sur Louis XV, comme il l'aura sur Louis XVI. Et ces parlements, si négatifs qu'ils soient dans beaucoup de domaines, il les aime pas. Mais il trouve que c'était quand même encore un petit frein entre le despotisme et la nation. Supprimer les parlements, c'est liquider cet ultime frein. Les pâtissiers qui ont des moules variés à l'infini, petites tourtières rondes pour les pâtés au jus, tourtières rondes coudronnées, ouvriers qui cherchent mesure, ouvriers qui cherchent la forme qui convient, ouvriers qui coupent une semelle, ouvriers qui forment une botte, moule de bonnet de Turc, limes d'Allemagne, à pointe, les limes à queue, les limes, les queues, les limes en râpe, les râpes, bottes, bottines, bottes de À 10h50 sur France Culture, on retrouve le journal des Nouveaux Chemins. Bonjour Adèle. Bonjour Raphaël. Et bonjour à tous. En parallèle à cette semaine consacrée à Diderot, c'est une semaine autour des moralistes que je vous propose dans le journal Les Nouveaux Chemins, en compagnie de Louis Van Delft, auteur d'une dizaine d'ouvrages sur les moralistes, dont le dernier est disponible en poche, en folio, et s'intitule « Les moralistes, une apologie ». On a vu hier ce que signifiait cette amnésie culturelle qui est emblématique, selon vous, Louis Van Delft, de ce début de siècle, et qui fait que, paradoxalement, alors que nous n'avons jamais eu autant besoin de lire les écrits des moralistes, nous n'avons jamais été aussi loin d'eux. Mais à qui la faute ? À quoi s'en remettre ? Est-ce que ce ne serait pas avant tout l'affaire d'un problème de transmission d'une forme de savoir, d'un siècle à l'autre, d'une époque à l'autre ? Et justement, la question de la transmission est fondamentale dans les écrits moralistes, et je vous propose que nous commencions cet entretien, Louis Van Delft, avec la lecture d'un texte de Jean de La Fontaine, qui exprime à lui seul cet antagonisme entre deux époques différentes et l'importance de la transmission entre ces deux époques. Eh bien, le voici. Ces badineries ne sont telles qu'en apparence. Ce qu'elles nous représentent confirment les personnes d'âge avancé dans les connaissances que l'usage leur a données et apprend aux enfants ce qu'il faut qu'ils sachent. Comme ces derniers sont nouveaux venus dans le monde, ils n'en connaissent pas encore les habitants, ils ne se connaissent pas eux-mêmes. Alors là, on a affaire à ces transmissions que vous évoquiez. On a affaire aussi à une structure qui me paraît fondamentale dans les recueils des moralistes, qui est la structure que je propose d'appeler expert des choses de la vie. Choses de la vie, c'est une expression qui se trouve sous la plume de La Fontaine. Ce sont les affaires humaines de Sénèque et de quelques autres, de Rousseau, à la suite de Sénèque. Une structure fondamentale, expert des choses de la vie, et ce que La Fontaine appelle si magnifiquement, celui qu'il appelle si magnifiquement, le nouveau venu dans le monde. Donc la structure serait celle entre d'un côté les experts et de l'autre les nouveaux venus. C'est la transmission, elle est là. Comme nous avons eu l'occasion de le dire, ce sont des écrivains qui passent, des hommes, qui passent leur vie à s'observer eux-mêmes, à s'instruire, comme le dira Goldoni, à l'école de la vie et à l'école de la littérature. Ce sont des auteurs qui écrivent souvent sur le tard, dans la seconde moitié de leur vie. Ce sont donc des auteurs qui se sont renseignés sur ce que j'appellerais volontiers, mais l'image n'est pas de moi, elle est d'eux, la colonne des fourmis en marche, les fourmis humaines, depuis la plus haute antiquité, depuis que l'humanité est sur cette boule terrestre. Eh bien, alors, ils ont évidemment ce désir de révéler, de dévoiler, de décrypter. Et dans les écrits des meilleurs d'entre eux, vous trouvez explicitement ou implicitement ce dialogue entre celui qui est tout neuf, le mot est de Stendhal, et celui qui pense, non sans quelque assurance, avoir compris la vie et pouvoir expliquer la nature humaine. Même Saint-Évremont ira jusqu'à cette outrecuidance d'une certaine manière, alors qu'il est si discret par ailleurs. Alors, vous avez le même dialogue, la même attente de la part d'une
nous tous, mais nous tombons dans le cas de ces auteurs que Pascal, justement, décrivait, qui ne sont pas affublés de longues robes de pédants et qui ne sont pas munis de vieilles barbes. Et le texte que vous lisiez hier en fin Voilà, d'émission. c'est ça. Et nous imaginons maintenant Pascal lui-même comme un auteur du passé, et nous n'avons pas seulement l'idée élémentaire de nous tourner vers lui pour trouver des réponses existentielles qu'il est tout prêt à nous fournir. Et encore, lui les fournit d'une manière assez austère. D'autres les fournissent sous une manière plus plaisante, parce qu'il y a de la place pour tous dans la grande famille des moralistes. Alors, comment comprendre ce couple entre, d'un côté, les experts et de l'autre, les nouveaux venus? Est-ce que ça veut dire que les moralistes eux-mêmes se positionnent en tant qu'experts et s'adressent à ce qu'ils considèrent comme étant des nouveaux venus, ou est-ce que ça veut dire qu'eux-mêmes mettent en scène, au travers des dialogues, Oui. L'expert et le nouveau venu qui dialogueraient ensemble? Les mises en forme sont très diverses. On peut la trouver de manière exemplaire chez un auteur, chez un moraliste espagnol qui est admirable, qu'on commence enfin à relire un petit peu en France, malgré tout, mais jamais assez, c'est Gracián. C'est Gracián. Alors, dans le Criticon de Gracián, bien c'est sous une forme de roman, mais là, vous avez exactement un tour de l'Europe. Au-delà de l'Europe, vous avez un tour des lieux communs de l'humain voyage. Après tout, nous passons tous par un certain nombre de lieux existentiels, ne serait-ce que les âges de la vie, ne serait-ce que les grandes passions, ne serait-ce que les coups de la fortune, ne serait-ce que les attaques d'autrui. Enfin, au cours de cet humain voyage, nous sommes en but à toutes sortes d'agressions, mais même lorsque tout va bien, nous avons à parcourir une sorte de cercle, et il y a d'ailleurs d'admirables représentations picturales des contaminations entre la roue de la fortune et la roue des 4 ou des 7, des 10 âges de la vie. Oui, là vous faites référence à nouveau à cette métaphore de l'homo viator, hein, l'homme voyageur dont on parlait hier. Oui. Vous avez dit quelque chose de très important aussi également en parlant de Gracián, donc cet auteur espagnol, c'est qu'il faut quand même le dire, les moralistes, le moralisme n'est pas un courant spécifiquement français. Il est vrai que c'est un petit peu un fleuron de la littérature française. C'est une sorte de spécialité à l'âge classique. Mais enfin, il suffit de penser à Sénèque, chez qui, soit dit entre parenthèses, vous retrouvez admirablement cette structure du connaisseur des choses de la vie, de l'expert et du nouveau venu. Ce sont les lettres à Lucilius. On trouvera cela sous une forme beaucoup plus discrète et plus plaisante, plus ludique chez La Fontaine. Mais malgré tout, La Fontaine est un guide également, ou comme le dit admirablement Joseph Hall, un de ces grands moralistes anglais, a director of lives. Ce n'est pas un directeur de conscience, c'est un directeur de vie, c'est-à-dire quelqu'un qui vous prend par la main et qui vous révèle, puisque nouveau venu il y a, qui vous montre les dangers de l'existence. Encore une fois, il y a l'aventure de l'existence, mais il y a aussi les mésaventures de l'existence. Le moraliste est celui qui, plus âgé, révèle, dévoile, met en garde et explique aussi. Et de là, ces services irremplaçables. Bon, je me suis aperçu plus exactement que je vous ai annoncé qu'il y avait 4 thèmes majeurs royaux chez eux et que je n'en ai évoqué pratiquement que 2. Oui, entre l'humain voyage et le théâtre de la vie, il y a des thèmes non moins fondamentaux. Le 3e, par exemple, sous lequel tous les autres, beaucoup d'autres peuvent se subsumer, eh bien, c'est celui de la violence, c'est-à-dire la guerre de tous contre tous. Là, on peut penser à des réalistes. Ouais. On peut penser à Machiavel, à Hobbes, bien sûr, et à Gracián de nouveau, et à beaucoup d'autres. Et puis enfin, il ne faut pas le négliger, ce dernier, c'est celui que, à la suite des Grecs, enfin, et des classiques, on peut appeler la prudence. Mais la prudence, c'est au sens classique, donc la recherche du bonheur. La recherche du bonheur, voilà. Qui est au cœur du travail des moralistes. Voilà. Donc vous avez parlé du voyage, de la guerre, de la prudence, et le 4e thème qui est également présent chez les moralistes, c'est le théâtre du monde, et précisément c'est le sujet de notre entretien de demain. Merci beaucoup Louis Van Delft. À demain. Merci Adèle, merci à tous. Les nouveaux chemins de la connaissance, c'est fini pour aujourd'hui. C'est fini pour aujourd'hui, mais on vous retrouve demain, comme tous les jours, du lundi au vendredi, de 10h à 11h. Donc demain, pour la suite de cette semaine sur Denis Diderot. À
Après avoir évoqué aujourd'hui l'encyclopédie, la politique, le métissage, la position de Diderot sur la colonisation, je vous donne rendez-vous demain, donc à 10h, pour évoquer la question épineuse du théâtre de Diderot. Le théâtre de Diderot où se trouve le pire et le meilleur d'ailleurs. Le pire, c'est les pièces de théâtre de Diderot, le meilleur, c'est les dialogues de Diderot, et aussi, il faut le dire, l'étrange, le très étrange paradoxe sur le comédien. Retrouvez, si vous le souhaitez, chers auditeurs, cette émission sur Internet, à la page des Nouveaux Chemins de la Connaissance, où vous attendent téléchargement, écoute en ligne et toutes les indications bibliographiques que je n'ai pas le temps de donner à l'antenne. 10h59 sur France Culture, dans un instant Culture Monde.